Alors, bonjour, on traite donc cette fois-ci les maladies auto-immunes. On va d'abord passer, je pense, 2 heures à traiter des maladies spécifiques d'organes. Et d'emblée, avant de parler de ces maladies spécifiques d'organes, il faut savoir que dans les maladies auto-immunes, comme vous savez, il y a des maladies qui sont aiguës et il y a des maladies qui sont chroniques. Les maladies aiguës, ce que je vous ai sans doute déjà dit, c'est des maladies qui vont finalement cesser lorsque vous allez retirer l'agent ou l'antigène qui avait induit ces maladies auto-immunes. Par exemple, vous pouvez faire des maladies auto-immunes avec des auto-anticorps contre vos globules rouges, qui vous donnent des anémies auto-immunes, qui sont induites par des infections, par exemple par Mycoplasma pneumoniae. Si vous arrêtez l'infection, vous arrêterez la maladie auto-immune. Mais beaucoup de ces maladies auto-immunes, en fait, ont des mécanismes très complexes et le fait que vous retiriez l'auto-antigène, la maladie va se poursuivre et devenir une maladie chronique. Second point, vous avez beaucoup vu les différents mécanismes étiologiques, les mécanismes sous-jacents qui expliquaient les maladies auto-immunes. Alors, il faut savoir que pour les maladies spécifiques d'organes et les maladies de système, les mécanismes sont légèrement différents ou peuvent être différents. Par exemple, pour les maladies spécifiques d'organes, les mécanismes qui semblent le plus importants, c'est les mimétismes moléculaires. Ce qui est important aussi, mais on va le retrouver pour les maladies système, ce sont les variations alléliques des gènes du CMH. Vous verrez que c'est extrêmement précis, que ça a des influences importantes sur la susceptibilité d'avoir des maladies auto-immunes. En tout cas, pour ces maladies spécifiques d'organes, d'autres mécanismes qui sont plus mineurs, semble-t-il, c'est la baisse d'activité des cellules T régulatrices, l'augmentation d'activité des cellules T auxiliaires. Mais quand on dit c'est plus mineur, ça ne veut pas dire que ça n'a pas son rôle. Alors que dans les maladies de système, un des mécanismes que l'on privilégie, ça va être par exemple plutôt l'activation polyclonale des cellules B, ce qui paraît assez logique. À partir du moment où vous avez une activation polyclonale, vous allez avoir des réactions auto-immunes contre de multiples antigènes. Ça peut toucher donc à ce moment-là plusieurs organes. Mais aussi les anomalies de régulation des lymphocytes T régulateurs, les anomalies au niveau des T auxiliaires, ça a son rôle. Je trouve que ça résonne. Non. Vous me dites si c'est désagréable. Un autre mécanisme aussi qui est impliqué dans les maladies de système, c'est le rôle du réseau idiotypique. Vous avez vu ça, le rôle du réseau idiotypique. Je dis bonjour aux demoiselles qui arrivent. Et on va d'emblée, après ces généralités, passer à des maladies qui sont extrêmement importantes, qui sont les maladies de la glande thyroïde. Et là, vous pouvez avoir 2 types de maladies, 4 en même temps qui arrivent, c'est formidable. 2 types de maladies, soit des hyperthyroïdies. Alors, l'hyperthyroïdie, elle a 2 noms, c'est ce qu'on appelle la maladie de Basedow ou la maladie de Graves. Alors là, vous avez un portrait de M. Graves, Robert James Graves, et vous avez ici un portrait de Karl Adolf von Basedow. Donc, selon les pays, on les appelle plutôt maladies de Basedow, ce qui est le cas en France. Dans les pays anglo-saxons, on dit plutôt Graves' disease. Et à côté de ces hyperthyroïdies, vous verrez tout à l'heure qu'on peut avoir aussi une hypothyroïdie, c'est ce qu'on appelle la thyroïdite d'Hashimoto. Alors au passage, Basedow, il a décrit cette maladie en 1840. Je regarde toujours à quel âge les immunologistes ont fait des découvertes importantes, donc lui, il avait 41 ans quand il a inscrit son nom dans la maladie. Alors, maladie de Basedow, thyrotoxicose. Si on décrit la maladie, c'est une maladie où on verra il y a un goitre diffus
chez au moins 60-70% des patients ou des patientes. Et je fais bien de parler de patients ou de patientes parce que, en fait, si vous regardez le rapport femmes sur hommes dans la maladie de Basedow, ce que vous voyez ici, vous avez 4 à 8 fois plus de femmes qui ont cette maladie que d'hommes. Vous avez un pic de cette maladie vers 30 ans, 40 ans, quand vous avez entre 30, 40 ans ou 40, 50, troisième ou quatrième décade. Et alors les symptômes, c'est pas trop difficile quand vous avez une hyperthyroïdie pour un médecin de voir un patient qui a une hyperthyroïdie. Parce que vous avez le goitre que vous voyez ici, donc qui est un goitre diffus. On verra pour la thyrotoxicose, c'est un goitre un petit peu plus important pour la maladie de Basedow, ou pour la thyroïdite d'Hashimoto. Voilà, j'y arrive. Vous avez un autre goitre. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, vous dites, voilà, hyperthyroïdie, maladie de Basedow, Graves' disease, il y a un goitre. Et ensuite, je vais vous expliquer que pour l'hypothyroïdie, la thyroïdite d'Hashimoto, il y a aussi un goitre. Ce qui peut paraître bizarre, le goitre n'est pas tout à fait le même. Il est beaucoup plus important dans l'hypothyroïdie, dans la thyroïdite d'Hashimoto, que dans la maladie de Basedow, Graves' disease. Voilà, j'ai dit les choses clairement là. Alors, vous avez dans la thyrotoxicose, la maladie de Basedow, non seulement le goitre, mais vous avez en fait une activité métabolique qui est très importante, ce qui fait que vous avez une perte de poids, vous avez une certaine nervosité, vous pouvez avoir des patients qui ont des suées, qui sont intolérants à la chaleur, qui ont des diarrhées, des patients qui ont des tachycardies, qui peuvent avoir des tremblements, qui ont ce que vous allez voir sur ces images en dehors du goitre, qui ont des ophtalmopathies, qui peuvent être unilatérales d'ailleurs ou bilatérales. Alors dans cette ophtalmopathie, vous voyez qu'il y a une proptose, d'une part, il peut y avoir des conjonctivites, il peut y avoir un œdème périorbital, tout ça parce qu'il y a une augmentation des tissus extraoculaires une augmentation de ces tissus qui sont dus à l'œdème et au dépôt de mucopolysaccharides. Alors, en gros, vous apercevez que le profil d'un hyperthyroïdien, c'est quelqu'un qui est agité, qui a chaud, qui est nerveux. Bon, alors de temps en temps, on se demande si un tel n'est pas un peu hyperthyroïdien. Quand vous voyez quelqu'un qui est un petit peu agité, nerveux, plutôt agressif, ça peut être ce versant-là. Autre problème que vous pouvez avoir, c'est des dermopathies que vous voyez ici chez cette patiente. Donc, vous commencez à vous faire le profil de l'hyperthyroïdien, vous verrez que dans l'hypothyroïdie, c'est plutôt l'inverse. C'est des gens qui vont avoir un métabolisme plutôt ralenti, et on verra comment ça se traduit. Alors, sur le plan de l'histopathologie, vous avez une glande thyroïde qui est plutôt d'un volume qui a grossi et qui est infiltrée, ce qui n'est pas surprenant, par des lymphocytes et par des plasmocytes. Ces lymphocytes, c'est à la fois d'ailleurs des cellules TCD4+, c'est-à-dire des T auxiliaires, et à la fois des T cytotoxiques TCD8+. Alors, un schéma ici sur, en fait, la physiopathologie de la maladie. Alors, physiopathologie de la maladie, on s'est aperçu qu'en fait, pour induire une thyrotoxicose, il y avait deux facteurs qui étaient importants. C'était lorsque vous aviez une augmentation de la TSH ou
vous pouviez induire cette thyrotoxicose en utilisant le sérum de patients qui avaient une thyrotoxicose et en l'injectant à un autre patient. Tout simplement parce que chez les patients qui ont une thyrotoxicose, il y a la production d'anticorps, et en particulier d'IgG, dirigés contre le récepteur de la TSH. Alors là, vous allez le voir apparaître. Vous voyez ici des lymphocytes, des cellules dendritiques, des macrophages qui infiltrent la thyroïde. Vous avez la production en fait d'anticorps qui stimulent la thyroïde, activation du récepteur. Anticorps stimulant la thyroïde, c'est tout simplement les anticorps contre le récepteur TSH. Quand vous dit anticorps stimulant la thyroïde, donc anticorps contre le récepteur TSH, ça vous augmente des signaux dépendants de la MP cyclique. Qu'est-ce que ça vous donne? Et là, on va remonter, on passe du bleu à l'orange, si je me souviens bien. Ça vous donne une hypertrophie, une hyperplasie des cellules thyroïdiennes et une production excessive de thyroxine et de triiodothyronine, c'est-à-dire T3, T4. D'accord? Mais vous avez, à côté de ce mécanisme, on va voir un second mécanisme, on reste quelques secondes sur ces anticorps anti-TSH. On a bien dit que ce sont des IgG, vous avez besoin de l'immunoglobuline entière, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ont un rôle, bien évidemment, qui est important, mais cependant, on n'a pas toujours une corrélation forte entre le taux de ces anticorps et l'évolution de la maladie. Ce qui montre bien qu'il y a d'autres mécanismes que simplement la production des anticorps contre le récepteur de la TSH, et ces autres mécanismes, on va les voir apparaître maintenant, c'est-à-dire que ces cellules du système immunitaire qui infiltrent la thyroïde, qu'est-ce qu'elles font également? C'est qu'elles produisent un certain nombre de cytokines, notamment interféron gamma, IL1, TNF-alpha. Et que font ces médiateurs, ces cytokines? En fait, elles activent aussi la production d'autres cytokines. En fait, on trouve l'IL6, l'IL13, l'IL15, ce qui fait que ça augmente encore la synthèse d'anticorps. C'est-à-dire que vous avez deux mécanismes qui sont parallèles et qui font que le système finalement s'accélère. Alors, pourquoi faites-vous ce type de maladie? D'une part, il y a des bases génétiques. Alors, sur les bases génétiques, si on regarde ce qui se passe au niveau des jumeaux, alors lorsque vous avez des jumeaux monozygotes, vous avez une concordance entre les jumeaux, c'est-à-dire des malchances que l'autre jumeau fasse la même maladie que le premier. Alors les chiffres, ça varie entre 20% et 50%. Lorsque par contre les jumeaux sont dizygotes, dans ces cas-là, la concordance est moins de 5%. Quels que soient les chiffres, de toute façon, ça veut dire qu'en dehors de causes génétiques, il y a bien évidemment d'autres causes qui sont non génétiques dans l'environnement. Et dans cet environnement, on implique toujours virus, en l'occurrence, là, ça serait plutôt un rétrovirus. Mais, ce que vous ne pouvez pas ignorer, j'ai un Q sur mon papier, au crayon. Ça veut dire, ce que vous ne pouvez pas ignorer, c'est qu'il y a des médicaments qui sont impliqués dans la maladie de Basedow. Alors ces médicaments, c'est traitement par le lithium. Ça sert à quoi le traitement pour le lithium? Vous êtes plus fort en pharmacie que moi. Pour maniaco-dépressif. Voilà. Donc traitement par le lithium, traitement par l'iode.
thérapie antirétrovirale. Et il y a un traitement dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui est un traitement assez nouveau d'une autre maladie auto-immune qui est la sclérose en plaques, qui est un anticorps qui s'appelle CAMPAT1H. Vous verrez cet anticorps, on va en reparler. Mais donc vous traitez pour une sclérose en plaques et vous risquez d'induire en fait une maladie de base d'eau. Ce que l'on retrouve dans toutes ces maladies, mais plus dans certaines que dans d'autres, on verra par exemple pour le psoriasis c'est particulièrement important, mais c'est important aussi pour la maladie de base d'eau, c'est qu'il y a une association entre la maladie et le stress psychologique. Et moi j'ai entre parenthèses ce que je lis dans le stress psychologique, c'est par exemple divorce, perte d'emploi qui sont considérés comme des stress psychologiques. On peut le comprendre. Alors, vous avez la maladie, maintenant comment vous allez la traiter? Vous avez des médicaments qui agissent ici, c'est les antithyroïdiens de synthèse, avec des noms qui sont imprononçables, quoique oui, j'allais dire imprononçable, thionamide, carbimazole, ça c'est les antithyroïdiens classiques. Vous pouvez aussi utiliser comme traitement l'iode radioactif, puisque la thyroïde va vous capter l'iode. Si vous mettez de l'iode radioactif, vous allez capter de la radioactivité qui va détruire les cellules thyroïdiennes qui sont trop actives. Ou vous pouvez également utiliser la chirurgie. Par contre, ce qui est assez rare, et suffisamment pour être noté, c'est que les médicaments immunosuppresseurs n'ont pas été montrés comme absolument nécessaires pour le traitement de cette maladie. Alors, dans les aspects qui sont intéressants, je vous avais dit que j'adorais ce cours, mais il y a les formes néonatales de la maladie. Et en fait, 2 sur à peu près 1000 patientes qui ont une thyrotoxicose et qui sont enceintes, il va y avoir dans 2 cas sur 1000 de ces patientes qui ont une thyrotoxicose, il peut y avoir en fait une maladie de base d'eau néonatale chez le bébé. Tout simplement parce que chez ces femmes qui ont une maladie de base d'eau, il y a un transfert en fait des IgG, bien entendu de la mère au fœtus, et que le bébé, il va se récupérer des anticorps de la maman anti-récepteur TSH, et vous allez avoir un bébé qui va naître ou qui va avoir un goitre, une exophtalmie, des problèmes de nutrition. Il va être plutôt tachycardique, mais en fait, en 2 à 3 mois après la naissance, ces différents symptômes vont disparaître. Ça correspond exactement au métabolisme des IgG maternels qui ont causé la maladie. Alors, autre aspect, puisqu'on vous parle de grossesse, là on vient de parler donc des femmes qui avaient une thyrotoxicose et qui vont transmettre la maladie à leur bébé, mais c'est chez femmes qui ont des thyrotoxicoses, au cours de la grossesse, le taux des anticorps va plutôt diminuer au cours de la grossesse et va plutôt ensuite rebondir à la fin de la grossesse. Et une chose aussi qu'il faut savoir, ça c'est un chiffre, tiens, je mets une lettre là. Voilà. Donc, une chose à savoir, parce que je trouve ça assez impressionnant, c'est que dans 5 à 10% de toutes les grossesses, vous pouvez avoir une thyroïdite postpartum. C'est beaucoup, 5 à 10%. Thyroïdite postpartum.
avec en fait, ce qui est bien entendu un processus auto-immun, avec plutôt dans la grande majorité des cas une hyperthyroïdie, c'est à peu près entre la 6e semaine et le 3e mois après l'accouchement. Et après cette hyperthyroïdie, vous aurez une phase d'hypothyroïdie. Ça, c'est plutôt dans la majorité des cas. Dans le reste des cas, dans à peu près 40% des autres cas, donc c'est pas la majorité, c'est d'emblée une hypothyroïdie. Toujours est-il que vous avez soit thyroïdite postpartum, soit par moment avec cette phase hyperthyroïdique puis hypothyroïdie. Puis dans d'autres cas, ça sera une hypothyroïdie. Donc thyroïdite postpartum qui conduit à l'hyper ou l'hypothyroïdie. 5 à 10% des cas, thyroïdite postpartum. Alors, après la maladie de Basedow, on passe à l'inverse, on passe à la thyroïdite d'Hashimoto. Et thyroïdite d'Hashimoto, vous allez voir monsieur Hashimoto, Hakaru Hashimoto, 1880-1934. Il l'a décrite en 1912. Alors 1912, il avait 12 plus 19, 12, 22, 31 ans, c'est ça? 31 ans. Donc 31 ans. Il décrit la maladie d'Hashimoto. Alors c'est une maladie chronique avec une large prépondérance féminine puisque le rapport entre les femmes et les hommes, là vous allez le voir, c'est 25 à 50 pour 1. 25 à 50 pour 1, avec une incidence qui est pareille. Cette fois-ci, c'est plutôt entre la 3e décade, 4e décade. Troisième décade, oui, entre 30 et 40 ans, ou entre 40 ou... non, pardon, qu'est-ce que je vous dis? Troisième décade et 5e décade. Donc ça fait 30 à 40 ou 50 à 60. Voilà, 2 pics. 30 à 40 ou 50 à 60. Alors, c'est une forme de thyroïdite qui est en fait la plus commune, la thyroïdite d'Hashimoto. C'est la forme la plus commune. Donc vous notez que les thyroïdites, ça peut conduire soit à une hyperthyroïdie, soit à une hypothyroïdie. Donc là, c'est la forme la plus commune de thyroïdite. Et alors, un patient qui a une hypothyroïdie, qu'est-ce que ça va donner? D'abord, il va se plaindre qu'il est trop étroit dans ses vêtements, en particulier au niveau des cols de chemise. Et c'est normal parce qu'il a un goitre, cette fois-ci, qui est diffus. On avait déjà vu un goitre diffus, en fait, pour la thyrotoxicose, mais là, c'est un goitre diffus qui est élargi, c'est-à-dire il est encore beaucoup plus important que dans l'hyperthyroïdie. Donc, un goitre diffus qui est élargi, il y a souvent, parce que ce goitre est important, une dysphagie, et souvent ils se plaignent de malaise, ils se plaignent de fatigue, ils se plaignent d'intolérance au froid, ils se plaignent de constipation, c'est l'inverse de ce dont on parlait tout à l'heure. Ils ont souvent les cheveux secs. Et alors que dans l'hyperthyroïdie, ils avaient tendance à être agités, plutôt moites, avec des sueurs, etc. Là, c'est l'inverse, ils sont calmes et la peau est sèche. Alors, sur le plan de l'anatomie pathologique, si je vous dis qu'à nouveau, il y a une infiltration lymphocytaire, ça ne va pas vous surprendre. Si je vous dis qu'à nouveau, il y a des lymphocytes T, CD4, CD8+,
OK. Donc, infiltration par les cellules du système immunitaire. Et cette fois-ci, il y a des auto-anticorps, mais ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure. Vous avez deux sortes d'auto-anticorps qui sont importants d'ailleurs pour le diagnostic. D'une part, des anticorps contre la thyroglobuline. Et d'autre part, vous avez des auto-anticorps contre la thyroïde peroxydase, TPO. Thyroïde peroxydase, donc ce que l'on recherche classiquement, c'est les anti-TG, anti-thyroglobuline, anti-TPO. TPO, la thyroïde peroxydase, au passage, c'est un enzyme qui catalyse l'iodination de la thyroglobuline. Alors vous dites, ces anticorps, est-ce qu'ils ont un rôle pathogène? Est-ce qu'ils sont directement responsables de la maladie? En fait, non. Ce n'est pas eux qui ont un rôle pathogène. Et la façon dont vous le savez très simplement, c'est que notamment, contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas de transmission de la maladie de la mère, en fait, au fœtus. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas donc les anticorps qui sont responsables de la maladie. Si ce n'est pas les anticorps, au passage, ça veut dire que c'est des mécanismes d'immunité cellulaire. Alors, pour faire le diagnostic, il y a la clinique. Je vous dis, la clinique, elle est assez parlante. Bonjour, j'aime bien accueillir ceux qui arrivent timidement, toujours. Alors, donc, le diagnostic, c'est qu'il y a des auto-anticorps. Par exemple, les auto-anticorps anti-thyroglobuline, ils sont présents dans 60 à 75% des patients. Mais il faut savoir que ces auto-anticorps anti-thyroglobuline, on les trouve dans d'autres maladies auto-immunes, par exemple, que ce soit l'anémie pernicieuse, que ce soit un syndrome dont je vous ai déjà parlé, dont on reparlera, qui est le syndrome de Sjögren, S-J-O-G-R-E-N. Alors, vous vous souvenez pas forcément que le syndrome de Sjögren, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome SEC. C'est un syndrome qui conduit, on le verra, à la destruction de glandes exocrines. Et surtout, ces auto-anticorps anti-thyroglobuline, de toute façon, vous en avez chez 3 à 18% des individus normaux. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des auto-anticorps anti-thyroglobuline que vous avez forcément une thyroïdite d'Hashimoto. Cependant, c'est plutôt la maladie où le taux des anticorps est le plus important. Sauf dans le syndrome de Sjögren, où là, ils sont également assez importants. Alors, sur le plan de prédisposition génétique, il n'y a pas véritablement d'association avec des allèles de gènes qui codent pour les molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, on va passer assez vite là-dessus. Par contre, les causes de l'environnement, il y en a au moins une qui va vous dire quelque chose. Si je vous dis qu'il y a des virus qui sont impliqués comme HTLV1, ça ne va peut-être pas vous parler. Par contre, si je vous dis qu'on a impliqué l'exposition à des radiations et notamment Tchernobyl, voilà, qui a été impliqué dans une augmentation de l'incidence des maladies auto-immunes. Donc il y aurait un rôle des radiations. Et ce qu'il y a de frappant, c'est qu'en fait, c'est des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes dans les populations occidentales que dans les populations orientales. Donc ça veut bien dire qu'il doit y avoir un facteur à la fois environnement, génétique, ça se mélange, mais c'est plus en tout cas du côté de l'Occident que de l'Orient, quoi qu'il se passe. Alors, vous connaissez toute la maladie. Comment vous allez la traiter, celle-ci? En fait, ce n'est pas par de l'iode radioactif, mais ça va être
puisqu'il y a une hypothyroïdie, d'abord un traitement de substitution avec des hormones thyroïdiennes, ce qui réduit la taille en fait de la glande thyroïde. Et cette fois-ci, vous pouvez utiliser des corticostéroïdes. Ça va calmer la maladie, ou des immunosuppresseurs mineurs. Bien. Vous êtes devenu maintenant fort en maladie de la thyroïde, y compris chez la femme enceinte et y compris chez des petits bébés. Et maintenant, on va passer à autre chose. Vous voyez ici le large goître diffus, ici, thyroïdite d'Hashimoto. Et on passe à une maladie extrêmement importante qui est le diabète insulinodépendant. Alors, diabète insulinodépendant, première chose, vous savez qu'il y a bien entendu deux types de diabète. Diabète insulinodépendant, c'est celui qui va nous occuper ce matin, et ce qu'on appelle le diabète de type 1, et le diabète de type 2, qui est un diabète non insulinodépendant. Et vous voyez ici les prévalences dans les populations qui sont très différentes entre type 1 et type 2 étant plus fréquent. Le diabète de type 1, on va en reparler tout de suite, c'est ce qu'on appelle le diabète plutôt du jeune, puisqu'il a un âge de survenue qui est plutôt inférieur à 30 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce diabète, c'est des maladies extrêmement fréquentes. Ça touche dans le monde 150 millions, le diabète, je ne dis pas le diabète de type 1, le diabète 1 et 2 réunis, ça touche dans le monde 150 millions de personnes. Aux USA, vous avez 8% de la population, soit à peu près 23,6 millions d'Américains qui ont un diabète. Et aux États-Unis, il y aura un enfant sur 400 à un enfant sur 600 qui aura cette fois-ci un diabète de type 1. Toujours des chiffres pour vous montrer l'importance de la maladie. Aux États-Unis toujours, parce que c'est là où j'ai des chiffres assez récents qui sont de 2008. Le coût du diabète 1 et 2, coût du diabète 1 et 2, en coût direct et indirect, c'est 174 milliards de dollars, dont en coût direct médical, c'est 116 milliards de dollars. Alors vous me direz, d'accord, les États-Unis, ça m'intéresse, mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, il y a 3 millions de personnes, soit à peu près 5% de la population, qui ont un diabète. Et il y a 150 000 personnes qui sont atteintes d'un diabète de type 1. Et j'aime bien cette affiche de l'Association française des diabétiques. Moi, je voudrais que la vie ne pique pas. Alors, maladie donc extrêmement fréquente. Le rapport entre les femmes et les hommes, vous le voyez ici apparaître, c'est d'à peu près 5 femmes pour un homme. Le diabète, ça vous conduit bien entendu à des troubles du métabolisme du glucose, mais une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que ça vous conduit d'avoir des troubles du métabolisme du glucose? En fait, la complication majeure du diabète, ça va d'abord être les infections. On ne sait pas exactement pourquoi vous êtes plus susceptible aux infections parce que vous avez un diabète, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais surtout, il y a des complications à long terme qui sont extrêmement importantes, avec une atteinte des artères majeures sous forme d'athérome. Donc ces artères ont tendance à se boucher, ce qui est embêtant si ce sont des coronaires. Vous avez une atteinte également des capillaires, c'est ce qu'on appelle les microangiopathies.
Et ce sont ces microangiopathies qui sont responsables des lésions d'une part de la rétine, on va en revenir, lésions rétiniennes, d'autre part des glomérules. Donc ça vous donne des atteintes oculaires et ces rétinopathies diabétiques, c'est une des grandes causes majeures de la cécité acquise chez, en tout cas, des jeunes ou chez des adultes d'âge moyen. Ces rétinopathies, elles vont toucher à peu près un tiers des patients après en gros 15 à 20 ans après le diagnostic du diabète. Un tiers des patients donc, auront ce rétinopathie. Et puisque on a en plus de ça des atteintes, des microangiopathies, en fait, au niveau des glomérules rénaux, ben, vous aurez des atteintes rénales, les insuffisances rénales qui sont importantes. Donc le diabète, si on avait à résumer, rétinopathie c'est important, atteinte rénale c'est importante. Comme je bouche mes grosses artères, je vais avoir aussi des problèmes d'artériosclérose, les artères qui se bouchent, qui se sclérosent. Je vais avoir ces infections, donc il faut mieux traiter ce diabète. Alors, sur le plan de l'anatomie pathologique, ce que l'on définit ici, c'est au niveau des îlots de Langerhans. Vous vous souvenez le fameux Langerhans dont on avait parlé, qui a perdu un fils à l'âge de 2 ans, vous vous souvenez, qui était donc un pathologiste. Et vous avez au niveau donc, des îlots de Langerhans ce qu'on appelle une insulite, c'est-à-dire que vous avez une infiltration de ces îlots de Langerhans avec essentiellement des cellules T, plutôt CD8+, donc plutôt des T cytotoxiques, et vous avez également une infiltration, notamment avec des cellules T CD4+. Donc, infiltration. Alors, quelque chose qui est important aussi à connaître, surtout que j'ai actualisé. Quand je me donne la peine d'actualiser, ça veut dire que je peux poser des questions aussi dessus. C'est les auto-anticorps et les auto-antigènes que l'on trouve dans le diabète. Là, vous avez plusieurs types d'auto-anticorps. Premier type d'auto-anticorps, c'est ce qu'on appelle les auto-anticorps contre les cellules des îlots. Donc c'est islet cell antibodies, ICA pour islet cell antibodies, les anticorps contre les cellules des îlots. Et ces anticorps, dont on va voir, il y a plusieurs catégories, ils sont souvent des IgG2 ou des IgG4. Ils sont, ce qui est important, souvent présents des mois ou même des années avant l'apparition des symptômes cliniques. Donc, lorsque vous aurez un risque dans une famille de faire une maladie auto-immune ou un diabète, on va surveiller la présence de ces anticorps. Et ce qu'il y a d'important, c'est que au moment du diagnostic clinique, ces anticorps anti-îlots, en fait, ils sont présents dans pratiquement 90% des cas des patients. Et puis ensuite, la présence de ces auto-anticorps au cours de l'évolution de la maladie, ça va diminuer. Mais c'est intéressant d'avoir des auto-anticorps qui sont présents avant l'apparition de la maladie et qui vont être présents dans plus de 9 cas sur 10 carrément au moment du diagnostic. Alors qu'est-ce que sont ces auto-anticorps? Quand on vous dit que ce sont des auto-anticorps dirigés contre des cellules, ça veut dire en général qu'on ne sait pas toujours les antigènes. Alors là, il y a des anticorps ou des auto-anticorps qui sont dirigés contre
des protéines associées, il y a des auto-anticorps qu'on appelle vous trouverez ça dans la littérature, IA2A. Il y a des auto-anticorps IA2A. Il y a d'autres auto-anticorps qu'on appelle les IK512 qui sont dirigés contre une phosphatase, une tyrosine phosphatase membranaire. Et il y a des auto-anticorps, ils font tous partie des auto-anticorps anti-cellules des îlots, qui sont des auto-anticorps contre la glucose-6-phosphatase spécifique d'îlot. C'est ce qu'on appelle les IGRP, Islet Specific Glucose-6-Phosphatase Related Protein, IGRP. Donc vous allez trouver les IA2A, les IK512, les IGRP. Je ne vais pas vous demander le type d'anticorps anti-îlot que l'on va trouver. Il ne faut pas retenir forcément l'IK512. Ce n'est pas dramatique. Par contre, la notion importante pour vous, c'est de savoir que ces auto-anticorps sont présents avant la maladie et dans 90% des cas au moment du diagnostic. Alors, à côté de ça, second type d'auto-anticorps, c'est les anticorps dirigés contre l'insuline. Alors, vous me direz que je trouve ce type d'auto-anticorps anti-insuline chez des patients qui sont traités par des insulines hétérologues, des insulines qui ont été produits, par exemple l'insuline porcine. Okay. Ça paraît logique, mais ce qu'il y a de moins logique, mais ce qui est un fait, c'est qu'un tiers des patients qui ne sont pas traités encore avec l'insuline et qui ont un diabète de type 1 vont avoir au moment du diagnostic des anticorps anti-insuline. Donc, ce qui montre bien que la présence de ces auto-anticorps, c'est indépendant du traitement que vous allez utiliser. Alors, le fait que vous ayez ces auto-anticorps, si vous commencez à détruire en fait vos cellules des îlots de Langerhans, ça va libérer effectivement de l'insuline. Que vous fassiez des auto-anticorps, ce n'est pas tout de même totalement surprenant. Et puis, troisième type d'auto-anticorps que vous allez avoir, c'est des anticorps contre le récepteur de l'insuline. Mais ces auto-anticorps contre le récepteur de l'insuline, vous les voyez d'ailleurs à la fois dans le diabète de type 1 et à la fois dans le diabète de type 2. Et en particulier dans une maladie aussi qui est associée avec le diabète de type 2, ou une maladie qui s'appelle acanthosis nigricans. Acanthosis nigricans, c'est une maladie où vous avez en fait des troubles de la pigmentation, avec une pigmentation noire, mais vous avez une forme de diabète aussi qui est associée à cette maladie. Donc, que ce soit type 1, type 2, acanthosis nigricans, vous avez des anticorps contre les récepteurs à l'insuline. Et enfin, autre type d'auto-anticorps, c'est des auto-anticorps qui sont dirigés contre glutamique acide décarboxylase, la décarboxylase de l'acide glutamique, glutamique acide décarboxylase, autrement dit GAD. Donc GAD, vous avez d'ailleurs deux formes de GAD. C'est un enzyme qui induit en fait la conversion de l'acide glutamique en acide gamma-aminobutyrique. Et cette enzyme a deux formes, GAD67 ou GAD65. Alors, ça fait beaucoup d'anticorps et vous demandez si ces auto-anticorps ont un rôle important dans la maladie. En fait, on pense que les mécanismes
du diabète, ce sont essentiellement des mécanismes cellulaires. Donc, rôle de l'activation en particulier des cellules T auxiliaires, et rôle ensuite des cellules T cytotoxiques. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça parce que les mécanismes, ils ne sont pas encore finalement aussi bien connus que ça. Assez récemment, ce qui n'était pas complètement évident, on sait qu'il y a des cellules TCD8+, c'est simplement en 2008 que très clairement j'ai lu dans un article du New England Journal of Medicine, qui est ma Bible, qu'il y avait très clairement sans doute une action de cellules T cytotoxiques directes contre les cellules des îlots. Sans ça, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est plutôt des mécanismes d'activation via les cellules T auxiliaires. Ce qu'il y a de sûr, par contre, c'est que, et là vous allez voir c'est assez étonnant, c'est que il y a des facteurs génétiques qui sont importants. Ces facteurs génétiques, on les voit bien en étudiant ici, et vous le voyez, diabète insulinodépendant, c'est cette ligne-là. On voit que lorsque il y a un jumeau identique affecté, l'augmentation du risque est très importante. Donc c'est sûr qu'il y a une cause génétique, mais vous allez voir que c'est extrêmement subtil parce que notamment il y a une association en fait, en particulier avec des allèles qui codent pour la chaîne bêta des molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité. Je vais doucement. Vous avez une association chez les sujets qui sont DR3, DR4. DR3, DR4, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être DR3, DR4 qui n'ont pas de diabète. Mais en tout cas, les diabétiques, 95% des diabétiques sont DR3 ou DR4. Ça ne veut pas dire que si vous êtes DR3 et DR4, vous êtes forcément diabétique, puisqu'il y a 45% de sujets sains qui sont DR3, DR4. Donc 45% DR3, DR4. Donc vous n'avez pas forcément un diabète lorsque vous êtes DR3, DR4, mais lorsque vous avez un diabète, vous avez 95% de chances d'être DR3, DR4. Et en fait, ce n'est pas DR3, DR4 qui est directement responsable. C'est parce que, en tout cas en Europe, c'est ça que je trouve subtil comme mécanisme, les sujets qui sont DR3, DR4, tout du moins en Europe, c'est associé avec en fait DR8 et DRQ8. DR3, DR4, c'est associé avec HLA, DQ et Q8. DQ8, donc je répète, hein, DR3, DR4, c'est associé avec DQ8. Mais DR3 et DR4, ça va être associé avec un allèle particulier de DQ8. Et cet allèle particulier qui est associé avec DR3, DR4, l'allèle particulier de DQ8 associé avec DR3, DR4, c'est un allèle qui code pour une chaîne bêta des molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité qui n'a pas d'acide aspartique. Alors vous allez dire, qu'est-ce que je m'en fiche, moi, qui est un acide aspartique en DQ8. Bon, en fait, on va regarder ça. Donc ça se passe du côté de la chaîne bêta, DQ, DQ8, et DQ8, vous pouvez avoir sur la chaîne bêta soit un acide aspartique, soit pas d'acide aspartique. Et ce que je viens de vous dire, c'est que chez les diabétiques, il n'y a pas d'acide aspartique, codé en tout cas par l'allèle,
qui est associé à DR3, DR4. Et qu'est-ce que ça fait que vous n'ayez pas d'acide aspartique ici? Ça veut dire que dans le sillon de la molécule de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité, si vous n'avez pas d'acide aspartique, vont pouvoir se mettre dans ce sillon beaucoup plus facilement un certain nombre de peptides, dont probablement des peptides qui vont être dérivés notamment de l'insuline. Donc, le fait que vous n'ayez pas d'acide aspartique, ça veut dire que ces molécules de classe 2 peuvent présenter plus facilement un certain nombre de peptides, et c'est ça qui explique que vous pouvez développer des diabètes. Donc, si je résume, je suis diabétique parce que je code pour DQ8 qui n'a pas d'acide aspartique. Si je code pour DQ8 qui n'a pas d'acide aspartique, c'est que je vais être beaucoup plus fréquemment DR3, DR4. Voilà comment on arrive à expliquer. Mais ce que je trouve assez formidable dans cette histoire, c'est que vous voyez que simplement un changement d'acide aminé dans la chaîne bêta qui code, dans la chaîne bêta de la molécule de classe 2, ça vous induit une susceptibilité ou pas à un diabète. Mais en dehors de ces causes génétiques qui sont importantes, il y a beaucoup d'autres gènes, en dehors du gène dont je viens de parler, qui vont jouer, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Et il y a une chose qui est assez frappante, c'est qu'il y a des pics, notamment de diabète, les diagnostics de diabète se font plus facilement en automne ou en hiver. Donc ça veut dire qu'il y a des facteurs de l'environnement qui vont jouer. Alors, c'est des périodes où vous serez un petit peu plus susceptible d'avoir des infections virales ou des infections bactériennes. Alors, quelles infections sont liées au diabète? On soupçonne notamment lorsque vous avez des oreillons. Infections virales qui conduisent à des oreillons, ça peut conduire à un diabète. Mais bon. Alors, le traitement, il y a des choses intéressantes à dire tout de même sur le traitement. Traitement, bien évidemment, par l'insuline, que ce soit des formes rapides ou que ce soit des formes lentes. Alors, on rêvait d'avoir un traitement par l'insuline orale. Ça a été testé et en fait, ça ne marche pas. Par contre, ce qui est relativement nouveau et ce qui a été approuvé, en tout cas aux États-Unis, puis en fait en Europe, ça date de janvier 2006, c'est de l'insuline par inhalation. Mais cette insuline par inhalation, ça ne dispense pas en tout cas les patients d'avoir tout de même des injections à l'insuline. Par exemple, un des protocoles, c'est que vous inhalez l'insuline 3 fois par jour avant les repas et vous avez une injection parentérale au coucher. Donc ça fait tout de même moins que une injection par jour, mais on ne peut pas se passer. Alors, l'autre chose, c'est que le diabète, pendant très longtemps, a été uniquement considéré comme une maladie du système endocrine. C'est une équipe française d'ailleurs, c'est même une équipe française de cette université qui a été absolument pionnière, c'est l'équipe de Jean-François Bach et de Lucienne Chatenou, qui parmi les premiers ont montré qu'il y avait bien entendu une dimension auto-immune dans le diabète et que des traitements donc immunosuppresseurs ou immunodépresseurs pouvaient avoir un rôle dans le traitement du diabète à condition que ces traitements en fait soient instaurés extrêmement tôt, c'est-à-dire avant que vous ayez une destruction totale des cellules des îlots de Langerhans. Et c'est des traitements par exemple comme la cyclosporine dont on reparlera là, ou des anticorps dirigés contre les molécules CD3. Vous connaissez ces molécules CD3.
Le problème, c'est que ces traitements, ça ne marche que si vous les utilisez très très tôt et encore, en gros, que chez 25% des cas. Et le problème de ces traitements, on le reverra, c'est que vous avez beaucoup d'effets annexes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'assez nouveau qui a apparu? Ça, c'était en octobre 2008, donc c'est vraiment récent. Il y a la description d'un vaccin pour le diabète. Et quel est ce vaccin? C'est la protéine GAD dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque parmi les auto-anticorps, on a parlé des auto-anticorps anti-GAD, glutamique acide décarboxylase. Il y a en fait un vaccin qui est en fait GAD avec comme adjuvant hydroxyde d'alumine. Et il semblerait, d'après les dernières données qui ont été publiées toujours dans ma Bible, le New England Journal of Medicine, que ça aurait un effet bénéfique chez les patients qui sont traités par ce vaccin. Voilà, enfin, ça c'est très préliminaire, mais c'est intéressant que vous sachiez que ça existe. Vous pouvez avoir des questions, puisque quand il y a ce type d'article, surtout dans le New England, c'est toujours repris en général par la grande presse. Donc on peut vous demander, ah bon, il y a un vaccin anti-diabète, qu'est-ce que c'est? Voilà. Hein, il est déjà 10h moins le quart. Bon, on va passer, on s'arrête et on passera aux maladies de la glande surrénale.